Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 2 du podcast Nature, Aventure, Survie, ici Alban Cambe. Dans cet épisode, on va avoir droit à une petite interview avec Rupert Brown, qui est instructeur de bushcraft en France. On répondra à 2 questions, l'une concernant les liens entre le bushcraft et le survivalisme, l'autre concernant le traitement du bois après la sculpture d'une cuillère. Enfin, comme d'habitude, un livre, et pour le coup c'est un beau livre très bushcraft. Et pour terminer, un moment de gratitude envers quelqu'un que j'ai pu croiser. Donc bonjour à tous. Encore une fois, je suis en balade, je m'arrête faire une petite pause tisane et aujourd'hui c'est une belle journée de printemps, il y a beaucoup de soleil, les oiseaux chantent, donc c'est une belle journée pour sortir, surtout que dernièrement il y a eu beaucoup de pluie, c'était assez désagréable et surtout un gros orage. Bon, et lorsque tout est humide finalement c'est le meilleur moment pour sortir et allumer un feu. Au niveau des annonces, j'ai le grand plaisir d'annoncer qu'il y a bientôt la sortie d'un nouveau livre. Alors encore un, vous allez me dire, oui mais là c'est un livre pour enfants. J'ai eu le plaisir de travailler avec un illustrateur italien qui a fait de très jolis dessins. Donc le but de cet ouvrage, ce sera tout simplement de montrer aux enfants que l'on peut s'amuser dans la forêt, que l'on peut aller passer du bon temps avec tout simplement une introduction à la navigation naturelle, une introduction à l'allumage de feu, montrer comment on peut construire un petit camp, etc., etc. Donc pour inciter les enfants à sortir, mais bien entendu les enfants avec leurs parents. Donc ce livre-là s'appelle Mon premier bivouac et il sera disponible normalement le mois prochain, aux alentours de la mi-juin 2019. Pour commencer, donc, on a une première interview. C'est une interview que j'ai eu le plaisir de réaliser avec Rupert Brown, qui est britannique d'origine, comme vous pouvez le constater. Il s'agit de quelqu'un qui a une école de bushcraft en France et qui a réintroduit un outil bushcraft qui était très utilisé dans les forces spéciales et dans l'armée britannique durant quasiment un siècle, mais qui a ensuite été relégué au rang de curiosité bushcraft, je ne vous en dis pas plus. Toujours est-il que dans cette première partie, on va parler simplement de la pratique du bushcraft, de la vision du bushcraft et des différences que Rupert a pu constater lors de ses voyages et avec ce qu'il peut enseigner en France. Donc vous allez entendre un accent charmant britannique. Je vous laisse en sa compagnie. Mon invité aujourd'hui, c'est Rupert Brown. Bonjour Rupert. Oui, bonjour Alban. Donc bienvenue sur le podcast. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui parce qu'en fait, pour la petite histoire, on s'est croisés à la Survival Expo à Paris et j'étais tout de suite interpellé par ton écusson Brown's Bushcraft. C'était la première fois que je voyais le mot bushcraft écrit correctement au salon et surtout en évidence. Donc ça a attiré mon œil et on a eu le plaisir de discuter un petit peu à la Survival Expo. Oui, c'était excellent de rencontrer vous aussi à l'expo à Paris. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est génial, merci. Écoute, en fait, pour tout te dire, j'ai entendu le podcast d'un de mes maîtres à penser, Paul Kirtley, et j'ai trouvé la discussion très intéressante. Et en fait, je n'avais pas réalisé que tu étais la même personne que dans ce podcast-là, et notamment une personne qui tient, alors c'est assez important de le souligner, qui tient une école de bushcraft en France, et pas une école de survie, et quelqu'un qui a remis au goût du jour donc un produit qui, selon moi, est légendaire dans le bushcraft, qui permet de purifier l'eau. Donc on pourra en parler tout à l'heure. D'accord, oui. Alors pour commencer, Rupert, je voudrais te demander tout simplement, puisqu'on parle de bushcraft, quelle est ta définition personnelle du bushcraft ? C'est quoi pour toi le bushcraft ? Wow, ça c'est une question très très importante parce que c'est un mot, c'était pas très connu en France parce que bushcraft ça existe depuis plusieurs années en Angleterre, mondial, c'est d'origine en Australie. Mais bushcraft, c'est quelque chose, c'est différent
de la survie parce que bushcraft c'est quelque chose pour vivre dans la nature. Si vous prenez le bushcraft, c'est parce que vous êtes choisi de aller dans un endroit pour vivre avec la nature, pour faire quelque chose, un campement confortable pour utiliser les produits autour de vous, aux forêts, de bois ou de champignons ou de plantes sauvages. Mais les quelques techniques qui croisaient entre le bushcraft et le survivre pour allumer le feu, oui, les choses comme ça, mais c'est pas la même chose parce que le survie, c'est quand vous êtes dans un endroit après un accident ou un désastre ou quelque chose, tremblement de terre, c'est une situation très grave. Vous devez sortir, vous devez utiliser plein de techniques pour détruire la nature, pour sortir. Mais le bushcraft, c'est pour utiliser la nature pour vous. Ça, c'est la différence pour moi. Donc il y a vraiment une notion de plaisir, tu penses, dans le bushcraft également. Exactement, oui, c'est un plaisir. C'est vous qui choisissez pour aller aux forêts, aux montagnes, pour essayer de différentes techniques de bushcraft, pour construire un abri naturel, pour fabriquer des choses avec un couteau, des cuillères ou des choses on peut utiliser pour aux nature. Et du coup, c'est vrai qu'on s'éloigne de cette mode de la survie dans laquelle il y a une notion de mort imminente. Mais en réalité, quand on regarde des émissions de télé de survie ou des stages parfois de survie, on est toujours en train de prélever des ressources dans la nature. Donc finalement, le bushcraft peut être un moyen de préparer à la survie ou du moins une sorte d'entraînement. On sort de sa zone de confort tout doucement. Exactement, oui. Parce que malheureusement, il y a une image de survie, c'était avec la télévision dans les années, c'était pareil en Angleterre, dans les années 80. Il y a une movie qui s'appelle Rambo. Tout le monde doit faire la même chose avec un couteau pour survivre aux natures contre le monde. Après, c'est les choses plus récentes. J'ai vu sur la télé aussi en France, la chaîne Découverte, c'est Bear Grylls. Mais Bear Grylls, il est magnifique, hein, mais c'est pas la même chose. C'est les choses très très extrêmes. C'est différent. Malheureusement, ça c'est les seules images que je connais en France. On doit changer pour plus dans le domaine de bushcraft. Ouais, c'est ça qui est dommage en France, c'est que en réalité, dans le monde anglo-saxon, il y a d'excellentes émissions de télé sur le bushcraft, avec notamment Ray Mears. Exact. Et ces émissions-là n'ont pas été portées à l'écran en France. Et ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment malheureux. Oui, on a eu de chance parce que Ray Mears, elle a lancé une magnifique série de bushcraft en Angleterre dans les années 90. Après, c'est lancé le mouvement de bushcraft en Angleterre parce que tout le monde sont vu ça et dit ok, ça c'est de bushcraft, c'est pas de l'extrême survival, c'est vraiment différent parce que il est quelqu'un très doux, il prend ses temps, il vivait avec la nature, il dit pas faire beaucoup de dégâts ou dommages aux natures, c'est pour vivre, pour profiter avec la nature. C'est différent. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a quelques années, 2-3 ans je crois, il a sorti une nouvelle série qui s'appelle Wild France, où il vient parcourir différents parcs naturels en France et présente les ressources naturelles. Donc c'est dommage que ça ne soit pas diffusé chez nous également. Ouais.
Oui, peut-être un jour. Espérons. Oui, Du coup, oui. ça m'amène à une question toute simple. Nos auditeurs peuvent entendre que tu as un accent britannique. Donc visiblement, Oui. c'est que tu n'es pas français d'origine. Non. Est-ce que le bushcraft est lié quelque part à ton histoire? Est-ce que tu peux nous refaire un petit descriptif de ta vie jusqu'à présent? En France? Alors depuis que tu es tout petit, quel est ton parcours en fait? D'accord, ok. Comme j'étais petit, voilà. Pourquoi j'ai pris un intérêt dans le bushcraft, le domaine de bushcraft? Ouais. Voilà, oui. Mais je suis né en 1970. Et voilà, dans l'époque, pas d'ordinateur, pas de console, rien de tout comme ça. On a juste une télévision avec 3 chaînes. La télévision, c'était noir et blanc, pas de couleur. Pour nous, il n'y a pas de raison pour rester dans l'appartement ou dans la maison. J'ai 4 frères. On a toujours sorti en nature tout le temps, tout le week-end, le soir. On a pris toutes les vacances sur une tente, camping avec mon père. Et voilà, c'était la naissance pour moi parce que comme j'étais jeune à l'école, je savais que je voulais travailler dehors, peut-être un agriculteur ou travailler aux forêts ou quelque chose comme ça. J'ai aucun intérêt pour travailler dans un bureau ou une banque ou en intérieur. Ça plaît pas. C'était pour ça. J'ai commencé à lire plein de choses, de livres pour connaître les plantes, des arbres, choses comme ça. Après, j'ai quitté l'école. Mon premier job, j'étais forestier. De là, j'étais pour 17 ans. C'était 97, pardon. Comme j'ai fait une formation d'1 an de forestier. Je travaille pour 2-3 mois. Après, je dois aller au lycée pour 2 semaines. Après, je reprends le travail. C'était magnifique. Je commence à connaître tous les arbres, quelques champignons, des animaux, des choses comme ça. Après, j'étais bien accroché. J'ai dit, waouh, ça c'est quelque chose pour moi, pour travailler dehors. Ensuite, j'ai dit, ok, je veux faire peut-être quelque chose plus différent parce que pour faire le forestier, c'est toujours presque la même chose toute la journée, c'est change avec les saisons, c'est pas mal. J'ai dit, ok, peut-être je peux faire quelque chose plus divers. J'ai pris un diplôme pour 3 ans. C'est en arboriculture. Ça, c'est tout qui concerne des arbres, les sciences, la biologie, tout le nom latin, l'usage des arbres, même, comment tu dis, le practical. En fait, 2-3 jours aux classes. Après, c'était 2 jours en extérieur pour montrer toutes les techniques, pour travailler avec les tronçonneuses, grimper des arbres, toute la machine, tout ça. Après, je travaille dans le domaine des arbres pour 20 ans, 25 ans. En plus, je commence de faire en les années, c'était 95. J'ai pris quelques formations pour faire la formation en arboriculture, la formation court ou la formation dure, longue aussi. Je donne des cours pour toutes les choses autour de ça, le nœud, le tronçonneuse, le connaître les arbres. J'ai fait ça pour plusieurs années. Ensuite, c'était vers 2004, je crois, ou 2005. On a déménagé, on a vendu la maison en Angleterre pour déménager en France. Et c'est dans la même période, je commence avec quelques problèmes de santé parce que j'étais grimpiste arbre
pour plus de 20 ans. C'est un métier très très forcé, ça abîme le corps, le squelette. Je commence avec quelques problèmes, le mal à la dos, le genou, c'était abîmé, c'était usé. J'ai dit ok, je dois ralentir un peu avec ce métier. Je veux peut-être trouver quelque chose comme je peux continuer de travailler dehors pour faire quelque chose comme j'aime. Après, je dis ok, j'ai parlé avec un copain en Angleterre, il s'appelle John Ryder. Il est très connu dans le domaine de bushcraft parce qu'il y a une école en sud d'Angleterre qui s'appelle Woodcraft School. C'était John et c'était le premier instructeur de Woodlaw qui a travaillé pour Ray Mears. Et c'est John qui a construit l'école de Woodlaw avec Ray Mears. Je connais John depuis plus de 30 ans. Après, je parlais avec lui au téléphone. Qu'est-ce que je peux faire avec le bushcraft? Il a dit ok, pourquoi pas? Tu peux peut-être venir en Angleterre pour faire un stage en formation pour 2 semaines avec moi. Après, vous pouvez gagner, ou pas gagner, vous pouvez prendre pour un certificat à la fin. Comment tu peux dire? Un examen. Tu dois passer un examen à la fin. Oui, merci. Diplôme. Exactement. Ouais. Oui, exactement. Je dois prendre un examen pour après j'ai un diplôme parce que tu sais en France c'est difficile pour enregistrer un business sans certificat ou sans expérience. Oui, c'est un gros problème français, ça, à mon avis, et c'est le professeur qui te parle. Oui. C'est clair qu'on a une maladie des diplômes, alors que ce qu'on recherche, ce ne sont pas des gens diplômés, ce sont des gens compétents. Oui, exact. J'ai plein d'expérience, mais j'ai pas de évidence, ça c'est le problème. J'ai déjà, depuis 2005 ou 2006, j'ai déjà une entreprise, c'était enregistré en France, mais c'était pour mon business d'arboriculteur. Mais ça c'est clôturé, ça s'est fermé depuis presque 10 ans. Après, je dois relancer l'école de bushcraft, mais c'est impossible si vous n'avez pas de certificat, impossible. Mais c'était pour ça, j'ai pris la formation en Angleterre avec John. C'était magnifique. J'ai pris plein de nouvelles choses. Après, j'ai continué depuis 7 jours. Mais tu sais, c'est quelque chose. Vous devez apprendre quelque chose tout neuf. Tout le temps. C'est impossible de connaître tout, c'est impossible. Je trouve que c'est ça qui est le plus formidable dans le bushcraft, en fait, c'est que à chaque sortie, on découvre de nouvelles choses. Tu vois, on parlait rapidement du week-end dernier, lorsque j'ai amené une équipe de télé dans la forêt, et même devant eux, devant les caméras, je découvrais des trucs. Tu vois, j'ai découvert une algue jaune qui pousse précisément au sud des arbres, qui colore les arbres comme s'ils avaient été peints. Je pense avoir trouvé enfin mon premier champignon chaga, tu sais. Ah oui. Ouais, je pense, j'en suis pas sûr. J'ai pris plein de photos, je dois vérifier. D'accord. Mais voilà, comme tu dis, on découvre tout le temps des choses, et c'est ça qui est magnifique dans le bushcraft, c'est qu'on est tout le temps émerveillé. Non, ça n'arrête pas. Il est toujours avec les saisons. Même dans les différents endroits, parce que si tu restes toujours dans le même endroit, bien sûr, vous pouvez trouver les choses différentes, mais si vous voyagez avec de différents arbres, les plantes, parce que tu as trouvé des chagas, c'était poussé sur un bouleau ou... Oui, sur un bouleau dans la forêt de Rambouillet, pour tout te dire. Et effectivement, ça m'a sauté aux yeux, parce que quand on pratique beaucoup le bushcraft, en fait, c'est ça qui se développe. On remarque les choses qui sortent de l'ordinaire. Et en marchant tout simplement, je vois une espèce de masse noire qui dépasse du bouleau,
Et en grattant un peu cette masse noire, il y a un morceau qui tombe et à l'intérieur c'est de couleur roux doré, tu sais. Oui, c'est roux, c'est roux, un peu orange, oui. Voilà, peut-être un peu orange. C'est le chaga, oui. Il me semble. Ouais. Possible, alors, je dois vérifier, j'ai pas essayé, bien sûr. Mais oui, on doit tout le temps faire des recherches pour en fait découvrir tout le temps de nouvelles choses. Et c'est ça qui est intéressant aussi en bushcraft, c'est que quand on se focalise sur les ressources naturelles, tu vois, on échange beaucoup. Finalement, nous deux, on a pu parler de certaines ressources. Pareil avec, tu vois, Paul Kirtley qui partage beaucoup d'informations sur Internet. On arrive toujours à échanger des nouvelles choses. Pareil avec Tristan Goulet en navigation naturelle. C'est quelque chose de très riche. On est constamment dans l'échange de connaissances. C'est ça qui est beau. Du coup, tu as mentionné le fait que quand on passe d'une région à l'autre, nos connaissances en bushcraft vont pouvoir changer, on va pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et justement, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, tu as remarqué des différences entre la Grande-Bretagne et la France lorsque tu t'es installé? Déjà du point de vue des ressources naturelles, mais aussi peut-être par rapport au public, par rapport à ce que les gens pensent du bushcraft. J'ai mal compris, excuse-moi Alban. Répétez s'il vous plaît. Je souhaiterais te demander justement si entre la Grande-Bretagne et la France, tu as découvert de nouvelles ressources naturelles. D'accord. La différence. Non, pas. Oui, un tout petit peu parce que avant. On était en Mayenne, en département 53, pas loin de Normandie, de Bretagne. Ça c'est presque, c'est pas loin d'Angleterre. C'est le même type de terre, le même arbre. Il n'y a pas de grande différence, mais on a déménagé en Charente-Maritime depuis il y a 4-5 ans. Il y a quelque chose, c'est différent parce que nous sommes dans une région des calcaires. Ça c'est magnifique parce qu'on peut trouver des silex aussi sur le côte de la mer. C'était pas loin de nous. On a de marcassite. Ça c'est magnifique pour allumer les feux préhistoriques. Mais ça c'est difficile de trouver en Angleterre. Mais en général, il n'y a pas grande différence. Non, dans le niveau des ressources. Et par rapport au point de vue des gens sur le bushcraft ou sur la survie, est-ce que tu as remarqué des différences entre le public britannique et le public français? Oui. Oui, la différence c'est énorme parce que la différence c'était en Angleterre, c'est quelque chose depuis quelques années, c'est plus connu avec, comme on a déjà dit, avec Reimers, elle a lancé les séries sur la télévision il y a 20 ans. Presque tout le monde connaît ça, mais en plus en Angleterre, il y a des écoles partout. Quelques écoles sont magnifiques, des autres c'est pas très bien, mais voilà. Mais il y a plein de choix, il y a beaucoup de choix. Et vous pouvez prendre si vous faire juste le bushcraft à côté de la mer pour faire la pêche à la mer, pour trouver des algues, pour construire des abris à côté de la mer. Sinon, c'est aux forêts, aux montagnes, il y a plein de choix. La différence en France, elle n'est pas le même avantage parce qu'il n'y a pas de série sur la télé. C'est Bear Grylls, même, comment ça s'appelle, Koh-Lanta? Oui, Koh-Lanta, avec Denis Brognard. Exactement. Oui, voilà, ça c'est la première chose tout le monde dit à moi. Si je commence à parler avec mon métier, avec quelqu'un français, Koh-Lanta, je dis non. On dit ça souvent aussi. On dit t'es prêt pour aller faire Koh-Lanta? Mais non, rien à cirer de Koh-Lanta. Exactement. Foutez-nous la paix. Oui,
Ça, c'est les choses pour la télé, oui, mais ça, c'est la différence, mais c'est comment ça va venir, j'espère, parce que la différence, ça existe parce que dans la mentalité de France, depuis beaucoup de générations, c'est des parents ou des grands-parents qui montrent plus à la campagne, qui montrent toutes les choses dehors pour les enfants ou les petits-enfants, pour faire une sortie aux forêts, pour cueillette au ramasse de champignons, pour connaître les plantes, les choses comme ça. Mais ça n'existait pas en Angleterre. Ça, c'est perdu. Depuis quelques générations. Comme je travaille aux forêts en Angleterre, j'ai vu toujours de petits groupes en famille qui ramassent des champignons. J'ai parlé avec des familles, mais c'est toujours des Italiens, des Polonaises ou des Français. Il n'y a pas beaucoup de gens en Angleterre qui ramassent des champignons. C'est des choses comme ça, c'est perdu, malheureusement. Mais en France, ça c'est la différence. Il y a des choses qui existent en famille. C'est de temps en temps, je dis, comme j'explique, peut-être vous pouvez faire une formation avec moi. Je dis non, on fait des sorties déjà en forêt, on fait ça, ou peut-être on peut faire avec un groupe de scouts, mais c'est pas la même chose. Oui, il y a une différence, oui, ça c'est sûr. Aussi en France, c'est pas le même problème parce qu'en Angleterre, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup d'enfants qui sortent pas à la maison. C'est dommage. Ils restent toujours devant la télé ou devant l'ordi ou devant le Game Station, comment ça s'appelle? La console de jeu. Oui, la console de jeu, des choses comme ça. Parce que les parents, beaucoup de pères ou les pas de temps pour occuper avec les enfants. Ça, c'est dommage. C'est perdu. Hein. Mais non, il y a un mouvement de parents d'essayer de sortir les enfants dehors pour trouver un peu de danger. Mais on n'habite pas dans une grande ville. Le plus proche de nous, c'est Saint-Jean-d'Angély, c'est 5 kilomètres. Nous sommes en campagne. Tous les enfants, toujours dehors, sortis, toujours en vélo ou à pied. Ça c'est magnifique. Je préfère plus de contact avec la nature. Ouais. Ça, c'est une différence aussi, ouais. D'accord. Moi, je l'aurais pas vu dans ce sens-là, justement. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Mais c'est vrai que en France, on a cette tradition de ramasser des champignons, ramasser des châtaignes, ce genre de trucs. Et comme tu l'as dit, en France, pour les plus chanceux d'entre nous, on a tous connu un ancien qui a été capable de nous montrer des choses à ramasser dans les bois. Donc moi, c'était ma grand-mère. Les champignons, c'est mon père qui me les a montrés. Exactement. Et voilà, c'est en train de se perdre, je pense. Ce qui fait que désormais, on a des générations qui deviennent parents. Et les parents se retrouvent un peu embêtés parce qu'ils voudraient montrer à leurs enfants toutes ces choses à ramasser, toutes ces ressources à découvrir. Mais ils se retrouvent un peu idiots et ils disent, bah ouais, mais finalement, je me souviens plus ou on ne m'a pas montré. Et c'est pour ça qu'on a un mouvement, je pense, de retour vers la nature, de retour vers ce qu'on appelle le bushcraft, qui est normalement traditionnel, oui. Oui. Non, j'espère, hein, parce que oui, tu as raison, c'est magnifique, tu as la chance c'est votre père, grand-parent qui a tout le savoir-faire pour connaître les champignons sauvages. Ça, c'est perdu en Angleterre, malheureusement, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a du travail à redécouvrir. Exactement, tout à fait, oui. Justement, tant qu'on est dans la redécouverte des savoir-faire anciens, je vais te demander tout simplement qu'est-ce que tu proposes dans ton école de bushcraft. Je crois que tu as des ateliers sur le feu, des ateliers sur les outils, et tu as même un atelier qui s'appelle tout simplement Histoire naturelle. Oui, exactement, parce que
je commence la formation, je commence toujours avec les choses, c'est pas le basique, mais c'est les essentiels. C'est pour travailler, toujours commencer avec des couteaux, d'utiliser tous les outils, le coupon, le couteau, de lessive, parce que ça c'est les fondations pour plein de choses en bushcraft. Parce que si quelqu'un peut utiliser un couteau correctement, la prochaine formation, je peux dire, ok, aujourd'hui on va faire une planche en forêt pour allumer un feu de friction. Vous devez utiliser un couteau pour fabriquer tous les éléments. On dit, ok, pas de problème. Ça, c'est toujours la première chose. Ça, après, oui, comme tu as dit, toutes les techniques différentes pour faire de feu sans allumette, pour construire des abris naturels, trouver de l'eau, la rendre potable. Après, utiliser les matériaux naturels pour créer des objets, par exemple des ficelles naturelles, les cuillères, les choses comme ça. Mais pour moi, pour plus de 30 ans, je travaille avec des arbres. C'est quelque chose, je suis passionné. Pour moi, les arbres, c'est les racines ou la fondation pour bushcraft. Parce que les arbres peuvent donner quelque chose pour la construction, des médicaments, de l'alimentation, il y a plein de choses dans quelques arbres. Si vous pouvez trouver un arbre spécial, peut-être pour trouver de l'eau, il y a plein de choses. Pour les répondre pour votre question, c'est les histoires naturelles, c'est pour faire une promenade aux forêts, juste pour connaître peut-être, je commence tout petit, peut-être 5 ou 10 des arbres très communs, ou juste pour montrer, pour identifier, après pour montrer les différentes possibilités on peut faire ou construire, on peut utiliser pour la construction, on peut manger, des choses comme ça. Ou peut-être trouver des champignons à côté, ou trouver de l'eau. Ça, c'est pour moi l'histoire naturelle. C'est pour identifier des arbres et les plantes sauvages et leur usage. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans le bushcraft, finalement, même si on voit toujours l'allumage de feu, la fabrication d'outils, les bivouacs, finalement, le bushcraft, ça se résume à connaître des ressources naturelles et à comprendre comment la nature fonctionne. Donc, quels champignons poussent avec quel arbre, comment les arbres fonctionnent et pourquoi, du coup, ils peuvent nous indiquer les directions. Voilà, on est dans la compréhension du monde vivant et c'est pour ça que ton atelier Histoire naturelle me semble intéressant à souligner. Parce que quelquefois j'ai pris des groupes qui travaillent dans le domaine de loisirs pour faire des kayaks, de escalade, des choses comme ça. On dit, oui, on travaille toujours avec des couteaux, on est très compétent de travailler dehors, on connaît plein de choses. Je dis, ok, magnifique, c'est pas nécessaire de commencer au zéro. La première chose, on peut faire un kit de friction pour allumer le feu. Vous pouvez sortir pour trouver peut-être une butte pauplier ou une butte noisetier. Ah, c'est quoi alors? et les personnes qui connaissent des arbres, pour moi, c'est impossible de faire quelque chose sans connaître un arbre exactement, parce que, par exemple, si quelqu'un dit, ok, j'ai gardé une vidéo de YouTube pour faire des feux par friction. Sorti aux forêts, il coupait une branche. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit YouTube, oui, je dois couper une branche morte
sec, pas de problème. J'ai construit le kit, mais ça marche pas. Mais si tu coupais une branche de chêne ou un châtaignier, c'est jamais marché. Hein. C'est impossible. ça marche pas. D'ailleurs, allez voir ma chaîne YouTube. J'ai toute une série de vidéos sur le feu par friction. Mais je vous dis quel bois utiliser. Ah, d'accord. Oui. Oui, mais si les jeunes ne connaissent pas des arbres, c'est fait rien. Et oui, c'est pour ça que je dis toujours que le premier outil que l'on doit acheter en bushcraft, c'est même pas un couteau en réalité, c'est un livre qui permet d'identifier les plantes, qui permet d'identifier les arbres. Rien qu'un livre, un guide de terrain naturaliste, pour moi, c'est l'outil le plus important en bushcraft quand on débute pour se lancer. Alors comme ça, vous pouvez apprendre à reconnaître des arbres, vous pouvez apprendre à reconnaître des plantes. Bien sûr, si vous regardez des vidéos YouTube où on vous dit que le pissenlit, par exemple, est comestible, sur le terrain, vous serez bien content d'avoir un livre qui vous explique précisément à quoi ressemble le pissenlit, pour ne pas vous tromper avec autre chose. Donc, l'identification des ressources est capitale. Ouais. Non, à mon avis, si tu peux prendre un guide ou faire une promenade avec quelqu'un d'autre, un guide de nature, ça c'est très important parce que c'est pas vous pouvez garder un livre. J'adore le livre, c'est magnifique pour prendre un livre pour connaître les arbres, les plantes, toutes les choses comme ça. Mais c'est même dans le contexte aussi, parce que il y a quelques plantes qui poussent dans les endroits humides ou les endroits secs. C'est important. Quelqu'un comprend ça aussi. C'est pas quelque chose qui pousse partout. Même un guide peut donner des tips aussi parce que vous pouvez ramasser le pissenlit, ça c'est mangeable, mais peut-être faire attention parce que c'est facile de ramasser quelque chose toxique, poison dans le même endroit. Les petites plantes, en anglais, ça s'appelle pimpernel rouge. Ah, c'est toxique, mais c'est plus autour de pissenlit. C'est facile de mélanger avec ça aussi. Oui, et c'est pour ça que les sorties sur le terrain avec quelqu'un qui s'y connaît, alors que ce soit un botaniste, un mycologue pour montrer les champignons, c'est quelque chose de super important. Et notamment pour les champignons, dans toutes les régions, on trouve des groupes de mycologues, des associations qui font des sorties, une fois par saison au moins. Et on apprend une quantité de choses, on redécouvre tout le temps des choses. C'est vraiment, c'est très très important de faire ce genre de sortie-là régulièrement. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Hein. C'est comme on a dit avant, il est toujours quelque chose de neuf. Pas loin d'ici, il y a une dame, elle s'appelle Anne Richard. Elle est magnifique. Oui. Alors attention, magnifique, ça veut dire qu'elle est belle. Fais attention si ta femme t'écoute. Attention, ouais. Elle est une guide de nature, mais elle est super. Hein. J'ai fait quelques sorties avec elle, les sorties champignons. C'était l'année dernière, à la fin de l'été ou le début d'automne. Tu sais, l'année dernière, c'était trop sec pour les champignons. Oui. On a fait une sortie de champignons, mais pas de champignons du tout. Mais on a gardé des plantes sauvages. C'était juste une matinée, mais après, je connais plusieurs plantes comme avant. C'était magnifique. Même comme je suis à côté d'elle, on partage l'information. C'est magnifique parce qu'il y a quelque chose. Moi, je connais les choses, elle connaît. Moi, j'adore les choses comme ça. C'est magnifique. Ouais. Ouais, c'est pour ça faire qui est chouette. Quand on est dans l'échange. Oui, pour trouver des sorties guidées, c'est magnifique. Alors justement, qu'est-ce que tu enseignes toi à part, dans ton programme bushcraft, puisque je rappelle, tu es instructeur de bushcraft, tu es formateur bushcraft dans ton école. Ouais. Alors ton école c'est en Charente-Maritime, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait, oui. Le plus proche de nous, c'est Saint-Jean-d'Angely. C'est vers 4-5 kilomètres. Nous sommes entre La Rochelle et Rochefort. Mais c'est plus en intérieur. On est vers 50 minutes Rochefort, La Rochelle. Et plus en intérieur, plus de l'ouest. Ouais. J'ai pas loin de la maison, j'ai une petite parcelle de bois. C'est vers 5 hectares de bois mixte. Je peux utiliser, mon voisine, il est le propriétaire, mais d'accord, je peux utiliser. J'ai un campement fixe au milieu de forêt, avec une toilette sèche, un abri parachute contre le. Mais en Charente-Maritime, c'est plus contre le soleil. C'est pas le temps parisien. Oui. Ou le temps breton. Bon, oui. Ça, c'est le temps anglais, oui. Mais même se protège contre la pluie aussi, oui, c'est pluie quand même aussi. Et voilà. J'ai fait toutes les formations là. En plus, pas loin, on a une forêt communale, s'appelle le Bois des Sauveurs. C'est presque 1000 hectares. Ça, c'est un bois mixte. Ça, c'est magnifique aussi. Je vais faire le promenade ou le tour là-bas pour connaître des arbres. En plus, plus dans l'été, je peux faire sur place aussi, parce que j'ai quelques clientes avec le site de camping ou de site avec plusieurs gîtes. Depuis quelques années, le propriétaire cherche pour quelque chose de différent pour faire avec les clientes. Maintenant, je peux faire ça sur place. Je charge tous mes matériels dans la voiture pour aller sur place. Je montre une matinée avec un groupe une famille, de montrer les techniques de fabriquer des choses en bois avec des couteaux, montrer quelques techniques pour allumer les feux sans allumette. Ça marche très bien aussi. Parce que comme on a dit plusieurs fois, c'est quelque chose, c'est la naissance de bushcraft en France, c'est le début, on doit bouger un peu pour trouver de boulot. On peut pas rester sur la même place. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, en fait, tu proposes des stages. Est-ce que tu proposes des week-ends? C'est juste des demi-journées, des journées entières? C'est tout, parce que c'est adapté pour le groupe. Normalement, c'est une journée entière. Je commence toujours avec la fondation. Ça, c'est toutes les techniques, pas tout, mais plusieurs techniques de couteau, de travail de couteau correctement, des scies, plein de techniques pour allumer le feu. À la fin, le groupe peut ajouter quelques journées après, si c'est la journée après ou 2 semaines après ou un mois, c'est n'importe. Je suis flexible, j'ai adapté. En plus, si c'est un groupe très jeune, parce que normalement, j'ai dit c'est à partir de 7-8 ans, ça c'est pas de problème, mais je trouvais une matinée, c'est bon pour les enfants parce que c'est trop fatigant pour faire une journée entière. J'ai essayé quelques fois, mais c'est trop fatigué. C'est pas évident. La fin d'après-midi, oui, c'est pas évident. Les enfants veulent, mais les problèmes sont trop fatigués. Tu sais, n'est pas habitué de travailler avec une couteau, ça commence avec des ampoules sur la main. C'est pas très bien. C'est mieux faire pour le groupe plus jeune pour faire juste une matinée, c'est bon. Mais
ça dépend le groupe, parce que c'est toujours quelqu'un qui contacte moi pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Je dis OK, ils sont quel âge, c'est combien. J'adapte pour chaque groupe. En plus, je travaille avec des écoles aussi. Oui, des CM1, le CM2. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une journée entière, une matin avec le CM1, la même chose avec le CM2 l'après-midi, avec 40 des élèves. C'était magnifique. C'était vraiment bien passé. Après de ça, c'était juste, en anglais c'est un taster, juste un test. Après, c'est des parents qui décident est-ce qu'on peut faire plusieurs choses avec vous. Mais pour moi, j'ai fait les choses comme ça. C'est un peu promo, mais c'est un plaisir aussi. J'adore de faire ça. Mais je travaille avec de l'école, même avec le collège aussi. Ouais, c'est toujours, moi je trouve que c'est toujours enrichissant de le faire avec des enfants, parce que souvent ils sont pas habitués à sortir, ou du moins ils sont pas habitués à observer ce qui est autour d'eux. Et ne serait-ce qu'un atelier allumage de feu, là, il y a besoin d'aucune stratégie pour intéresser les enfants. Ils veulent absolument obtenir les flammes. Donc voilà. Et par contre, après, c'est vrai qu'il faut faire de petites sessions, parce qu'ils n'ont pas une capacité d'attention aussi importante qu'un adulte, c'est sûr. Ouais. Non, pas du tout. Non. Même c'était toujours, les enfants adorent, parce que c'est toutes les choses comme le parent ou le prof dit. Non, tu peux pas toucher, de feu, de couteau, de scie. C'est moi la première chose. Tous les enfants disent, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, bien sûr. Waouh! Travailler avec un couteau? Oui. Avec une grosse lame? Oui. Waouh! Est-ce qu'on peut allumer le feu? Bien sûr. Wow. C'est important, je pense, de les habituer déjà quand ils sont petits, parce que en y allant progressivement, c'est comme ça qu'ils vont acquérir les règles de sécurité aussi. Il faut juste être très strict sur les règles de sécurité, de ranger le couteau quand il y a quelqu'un à côté, faire attention à la direction de la lame, allumer un feu dans les règles de l'art pour ne pas mettre le feu aux alentours, ou pour pas dégrader la nature. Mais à partir de là, les enfants ils s'éclatent, et justement après ils vont acquérir les bons réflexes, et ça ne pourra faire d'eux que de meilleurs bushcrafters. Ouais. Non, c'est parfait de attraper des enfants dans cet âge, parce que après ils respectent. Le feu, c'est pas un jeu. Le couteau, c'est pas un jeu. C'est quelque chose de sérieux. Un couteau, c'est un outil. Vous pouvez l'utiliser correctement pour fabriquer les choses. Même le feu, c'est dangereux. Juste un seul allumette que peut brûler 1000 hectares de forêt ou de terrain sauvage. Après, il commence avec le respect et comprendre. C'est quelque chose d'intéressant, mais c'est important aussi. Et c'est important pour attraper des enfants dans cet âge, pour après les comprendre bien pour le futur. Ouais. Alors, nous sommes de retour. J'espère que cette première partie de l'interview vous aura plu. Vous retrouverez la seconde partie dans un prochain podcast. Le prochain, j'imagine. Ou alors, je vais intercaler un autre épisode. Je ne sais pas encore. Toujours est-il qu'on va passer aux questions. Alors, j'ai reçu 2 questions très intéressantes. La première de Frédéric V, qui m'a envoyé un email. Il me demande « Bonjour, j'aimerais savoir ce que tu penses du lien entre le bushcraft et le survivalisme. Moi, j'appelle plutôt cela de la résilience. Merci de ta réponse et bonne balade, l'ami. » Alors, merci pour ta question, Frédéric, parce que justement, je pense avoir beaucoup parlé des différents courants de ce qu'on appelle la survie, donc survivalisme, autonomie, bushcraft, etc. Mais c'est vrai que je ne pense pas avoir déjà dit ce que je ressentais par rapport au lien entre le bushcraft et le survivalisme. Alors d'ores et déjà, on est d'accord, pour moi, survivalisme, c'est un terme totalement galvaudé, dans le sens où, déformé par les médias, déformé par la culture populaire, on a cette image du bonhomme qui est armé jusqu'aux dents dans un bunker. Ça, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Mais toujours est-il que c'est une vision totalement caricaturale. Et pour ma part, je considère que cette vision-là est issue de l'autocritique
des États-Unis, finalement, suite à la guerre froide, puisque l'apocalypse tant redoutée n'a pas eu lieu. Donc Hollywood, les comics, les romans ont fait leur autocritique, et du coup, de nos jours, je pense qu'il est plus cohérent de parler d'autonomie plutôt que de survivalisme, pour éviter de relayer justement cette image relativement néfaste et tout à fait erronée en plus. Donc est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le bushcraft et le survivalisme, ou le bushcraft et l'autonomie? Bien, je ne l'ai jamais considéré comme cela, mais c'est vrai, il pourrait y avoir un lien dans le sens où on rajoute une corde à notre arc. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui me plaît dans le bushcraft, c'est être autonome, c'est apprendre par moi-même, c'est être le petit boy scout qui se débrouille un petit peu dans les bois avec ce qu'il a. C'est ce côté-là qui est charmant, je trouve, dans le bushcraft. Et c'est vrai que si tu es dans une optique d'autonomie, tu vas rechercher à avoir justement des compétences supplémentaires qui te permettront en fait de n'avoir à compter que sur toi-même. Et c'est cette démarche-là en fait que j'ai dans les bois. Moi, le bushcraft, c'est surtout par curiosité intellectuelle que je le pratique, puisque j'essaye de reconnaître des ressources qui soient utilisables. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment le bushcraft sur le plan naturaliste. Bien entendu, il y a plein d'activités dans le bushcraft qui pourraient être utiles dans un cadre d'autonomie, ne serait-ce qu'apprendre à passer une nuit dans les bois, ne serait-ce qu'apprendre à identifier quelques plantes comestibles. Donc effectivement, Frédéric, on pourrait appeler ça de la résilience, puisque ça te permet de faire face à une situation où forcément c'est une rupture de la normalité, entre guillemets, et il va te falloir t'adapter. Donc tu deviens résilient parce que tu as d'autant plus de cordes à jouer, d'autant plus de cordes à ton arc. Donc oui, c'est vrai que ce lien, j'avais jamais réfléchi tout à fait de cette façon-là, mais quelque part, c'est également de la résilience, le bushcraft, si tu pratiques certaines activités en particulier. Bon, moi, quand je vais simplement dans les bois pour essayer de reconnaître des plantes qui n'ont aucune utilité, j'imagine que c'est pas tout à fait de la résilience. Par contre, quand je vais dans les bois et que j'essaye d'allumer un feu en toutes conditions, ou que j'essaie de passer un bivouac avec le moins de matériel possible, là aussi, on est quelque part dans la résilience, même si, personnellement, ce que je revendique, c'est surtout le plaisir d'être dans la nature et le plaisir de retrouver les savoir-faire anciens. Donc merci pour ta question Frédéric, et j'espère que je t'ai répondu un petit peu plus en détail. Alors deuxième question, j'ai DJ Moustix qui me contacte sur Instagram. Donc sur Instagram, vous pouvez me contacter avec le @natureaventuresurvie tout attaché. Je ne suis plus très souvent sur Instagram, je désinstalle Instagram entre les publications. Donc je l'ai noté dans mon petit carnet. Alors DJ Moustix donc qui m'envoie une photo et qui me dit: j'ai besoin de votre conseil car j'ai sculpté une cuillère en bois et je voudrais la protéger mais je ne sais pas comment la vernir. Alors il me montre une photo de ces sculptures. Alors DJ Moustix me complète en plus le contact en disant on m'a recommandé l'huile d'olive, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'huile d'olive, déjà, le problème, c'est que c'est une huile qui ne va pas sécher. Donc, c'est une huile qui va rester grasse sur ton objet. Donc, dès que tu vas la manipuler, en fait, tu vas retrouver cette sensation, ce toucher huileux. En plus, l'huile d'olive, bon, c'est une huile alimentaire, certes, mais elle risque de rancir, donc et puis elle va donner un goût, en fait, à ta cuillère. Donc, lorsque tu vas manger autre chose, tu auras quand même le goût de l'huile d'olive dans la bouche, ce qui n'est pas forcément le plus souhaitable. Au niveau des huiles alimentaires, sauf erreur de ma part, je crois que c'est l'huile de noix qui est relativement neutre, qui sèche assez bien sur les objets, donc qui peut être utilisée. Donc ça, c'est vraiment une huile qu'on achète au rayon huile, vinaigre, etc. De votre supermarché traditionnel. Et ça peut vous permettre de traiter votre bois. Bon, personnellement, ce que moi j'ai toujours utilisé, et ne me demandez pas pourquoi, c'est juste parce que j'avais un flacon qui traînait à la maison, c'est l'huile de lin. L'huile de lin est une huile qui est dite cicatrice, donc en fait elle va sécher en formant une sorte de petite pellicule à la surface de l'objet. Donc l'idée c'est qu'on applique cette huile de lin sur la sculpture nouvellement faite, donc sur la cuillère. Et l'huile, sauf erreur de ma part, ne pénètre pas tout à fait le bois.
elle reste essentiellement en surface où elle va sécher et former une pellicule protectrice. Bon, l'huile de lin colore l'objet plutôt en jaune. Il n'y a aucun goût, donc c'est totalement neutre. C'est agréé pour le contact alimentaire apparemment. Donc moi, c'est la solution que j'ai utilisée. C'est vrai que lors de ma première sculpture de cuillère, j'ai été très surpris de voir que, alors c'était une cuillère en bouleau, j'ai été très surpris de voir que ça faisait vraiment ressortir le caractère du bois, donc avec des traces qui deviennent vraiment très très noires et puis un bois qui se colore vraiment en jaune. Donc c'était relativement joli, relativement agréable. Donc je te suggère l'huile de lin pour l'avoir personnellement testé. Maintenant, il existe également des huiles minérales qui permettent de traiter le bois. Alors il faut faire très attention parce que l'huile minérale, forcément, c'est dérivé du pétrole. Donc il y a des huiles qui sont approuvées pour le contact alimentaire, qui sont totalement neutres. Je n'ai pas les références en tête, je sais juste que c'est de l'huile minérale approuvée pour contact alimentaire. Et on peut traiter ces sculptures également ainsi. Donc si vous regardez la vidéo que j'ai réalisée avec Christophe Tamourt, qui sculpte de magnifiques cuillères, donc vous allez voir sur ma chaîne YouTube, Christophe, lui, utilise tout le temps de l'huile minérale, c'est ce qu'il recommande d'utiliser. Et le résultat est vraiment très, très joli. Ça permet de donner une belle patine en fait au bois parce que on a une sorte de brillance en fait. C'est comme si on appliquait un vernis. Donc je ne sais pas trop s'il a un petit secret en plus ou pas, mais bon, l'huile minérale approuvée contact alimentaire semble être une bonne option également. Alors DJ Moustique se complète quand même en disant que sa cuillère est particulièrement moche et qu'il a besoin de s'améliorer. Bah écoute, si je devais te montrer la toute première cuillère que j'ai sculptée, j'en aurais honte. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai brûlée. Mais petit à petit, j'ai essayé de m'améliorer, j'ai essayé de peaufiner la technique. Donc ce qui m'intéresse essentiellement sur le terrain, c'est d'avoir un outil fonctionnel, pas forcément un outil qui est magnifique à regarder. Donc la cuillère que j'ai conservée depuis des années, en fait, je me dis qu'elle est pourrie parce que le bol de la cuillère, je l'ai sculpté un peu trop en arrière par rapport aux lèvres. Donc quand on mange, c'est pas super agréable. La forme est un peu grossière. J'ai juste rajouté des petites ornementations sous forme de gravure. Bon, rien d'exceptionnel. C'était ma deuxième cuillère, mais j'en étais relativement fier de celle-là. Donc je l'ai conservée. Alors depuis, j'en ai sculpté d'autres que j'ai offertes, que j'ai brûlées. Bref, sur le terrain, j'essaye juste d'avoir quelque chose de fonctionnel. Donc DJ Moustique, tu n'as pas à rougir de tes essais. On est tous passés par là. Et si on connaît des échecs, si on réalise des objets qui ne nous plaisent pas, c'est justement pour qu'on puisse en tirer des leçons et essayer de s'améliorer. Donc ne rougis pas de tes cuillères, elles sont très bien. Et à mon avis, si tu arrives à manger avec, c'est tout ce qu'on leur demande, n'est-ce pas? On ne leur demande pas forcément d'être des objets que l'on va exposer dans un musée. Voilà DJ Moustix, donc merci pour ta question et j'espère y avoir répondu correctement. Alors la suggestion de lecture. Pour cette fois, je vais vous suggérer un livre que l'on pourrait appeler en fait un beau livre. Donc un livre très bien illustré, avec une couverture cartonnée, avec des textes qui sont inspirants, avec tout un tas d'activités qui sont inspirantes. Et il s'agit d'un livre donc qui est consacré au bushcraft ou du moins à la vie sauvage. Il s'agit du livre Art de vie sauvage et gestes premiers de Bernard Bertrand et Kim Pache. Si vous ne connaissez pas Kim Pache, faites quelques recherches sur internet, vous allez voir que c'est un véritable artiste du bushcraft. Le bushcraft s'applique vraiment à cette personne-là. Donc c'est quelqu'un qui est capable de vivre vraiment en autonomie, en autarcie même, qui vit dans des milieux très très sauvages. Et dans ce livre-là, il nous propose un panel d'activités donc, qui vont de l'allumage de feu à la récolte, à la cuisine, à la faction d'arc. Et puis il y a aussi un chapitre en fait qui est simplement naturaliste, qui consiste à décrire certains animaux que l'on peut rencontrer dans les forêts boréales au Canada, si je ne m'abuse. Donc c'est un livre qui est vraiment très agréable à parcourir. Je le dis encore, je suis assez admiratif du travail de Kim Pache. C'est vraiment quelqu'un qui en a sous la pédale, il n'y a pas de souci là-dessus. Et Bernard Bertrand aussi est un auteur à signaler, puisque c'est un auteur qui est très enraciné, qui s'intéresse énormément aux ressources de la terre, et il se définit lui-même
comme, si je ne me trompe pas, fils d'agriculteur redevenu paysan. Donc c'est un beau livre. Le seul petit reproche qu'on pourrait lui faire, ce sont certaines formulations qui sont un petit peu délicates, qui sont un petit peu malheureuses. Je pense notamment au dioxyde d'oxygène. Alors à ma connaissance, ça n'existe pas. Je pense que Bernard Bertrand a voulu parler du dioxygène de l'air, tout simplement. Donc il y a quelques formulations alors qui sont un peu délicates. J'imagine que c'est peut-être une mauvaise traduction, quelque chose comme ça. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un excellent livre. Je vous le recommande vraiment. C'est publié aux éditions Deutéran, si je ne dis pas de bêtises. Et j'en dis souvent. Alors, ce serait bien de ne pas avoir la fumée dans la gueule. En ce qui concerne les remerciements, je voudrais remercier en fait aujourd'hui l'un de mes maîtres à penser, c'est-à-dire quelqu'un qui m'a inspiré, quelqu'un qui m'a ouvert la voie vers une discipline que je ne connaissais pas, quelqu'un qui, de par son travail, m'a rendu l'accès facile. Donc ça, c'est ce que j'essaye de reproduire également au travers de mes ouvrages, de mes articles. J'essaye simplement de redécouvrir certaines choses et de partager mes découvertes pour rendre l'accès facile. Et donc cette personne-là, de qui je parle, a également fait preuve d'une extrême bienveillance en m'accompagnant, en me donnant des conseils, en accueillant mes observations avec beaucoup de plaisir et surtout en les relayant. Cette personne, c'est Tristan Goulet, que je voudrais remercier parce qu'il m'a fait découvrir la navigation naturelle qui, vous le savez, est une de mes disciplines favorites. Je pense que c'est le raffinement du bushcraft poussé à l'extrême, puisque nous n'avons besoin d'aucun matériel, si ce n'est juste de l'observation. Et donc Tristan est surnommé à l'heure actuelle The Natural Navigator, le navigateur naturel. Il a publié de nombreux ouvrages sur la question. L'un de ses ouvrages, La boussole naturelle, a été traduit en français, donc sous le titre La boussole naturelle. Donc il a une bibliographie assez étendue. Si vous lisez l'anglais, je vous recommande The Walker's Guide to Outdoors Signs and Clues, qui est selon moi son plus bel ouvrage, puisqu'il regorge de ces tout petits détails qui font la différence lors d'une balade. Donc vraiment un aspect naturaliste très poussé. Et puis oui, voilà, surtout je le remercie pour les échanges que nous avons pu avoir. Tristan accueille toutes les découvertes qu'on peut faire dans ce domaine avec beaucoup de plaisir et il essaye de les relayer au travers de son blog. Donc si vous allez sur son blog, vous pourrez découvrir une ou deux de mes observations que je lui ai transmises et qu'il a essayé donc de retranscrire sous forme d'articles. De plus, il a toujours été derrière moi lorsque je lui ai dit que j'écrivais des articles sur la navigation naturelle et lorsque j'ai sorti mon livre, il a également été très enthousiaste. Donc un grand merci Tristan et j'espère pouvoir te rencontrer encore une fois et pouvoir échanger, pouvoir discuter sur ce beau domaine qui ne concerne que l'observation de la nature et la compréhension du monde qui nous entoure. Donc merci à toi Tristan. Ce podcast est désormais terminé. Comme chaque fois, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme où vous l'écoutez. Alors un commentaire détaillé et honnête, s'il vous plaît. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur iTunes, Google Podcast, Spotify et notamment sur l'application Anchor où vous pouvez me laisser un message vocal. C'est totalement gratuit. Je remercie les gens qui m'ont envoyé des messages vocaux. Je les diffuserai dans les prochains podcasts. Donc on se retrouve comme d'habitude sur mon site albancamp.com pour davantage d'articles, davantage de podcasts. Et je vous dis encore une fois bonne journée et bon bushcraft à tous.